Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les aventuriers aventurières de la bio. Aujourd'hui, je suis avec Neil et Sophie, les fondateurs de Comme Avant, la marque de cosmétiques, de savon bio fabriqué à Marseille. Bienvenue Neil et Sophie. Merci. Bonjour. Du coup, on a déjà commencé l'interview, la discussion avant, et on va essayer de repartir maintenant. Donc Comme Avant, ça fait, vous nous avez expliqué, ça faisait 5 ans que c'était créé. Comment est-ce qu'on peut vous nous avez parlé de vos produits tout à l'heure, donc il y a une autre vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne sur le pitch, sur les produits. On va peut-être essayer de parler du démarrage de Comme Avant. Il y a un truc assez particulier, c'est que vous êtes une boîte finalement de 40 personnes, mais une boîte familiale. Ouais. Comment est-ce que ça a démarré? Un gros cercle familial. Ouais. Mais en fait, ça a démarré donc tous les deux avec cette envie, ce projet-là, et très rapidement, en fait, on s'est entouré de personnes, du coup, de ma famille qui étaient déjà proches de nous, que ce soit personnellement ou professionnellement. Ouais, il y avait déjà des affinités qui s'étaient créées. Et du coup, donc, mon frère et ma sœur nous ont rejoints très rapidement pour nous aider dans la production des savons et dans la gestion globale de l'entreprise. Et quelques semaines après, mon beau-frère également, donc le conjoint de ma sœur. Voilà, donc tous les 5, au bout de 2 mois, on était tous dans l'aventure et on a tous apporté notre savoir-faire. Et c'est vrai qu'une de nos forces, je pense, c'est vraiment qu'on est tous complémentaires. Voilà, aujourd'hui, avec l'évolution de l'entreprise, on a tous récupéré des pôles, on va dire, dans l'entreprise. Mais du coup, à la base, chacun avait ses parties et chacun pouvait vraiment apporter ses connaissances et son avis. Enfin, voilà, c'est ça aussi qui est riche, c'est que du coup, on peut vraiment échanger. On peut se fighter sans souci. Voilà, on peut se fighter, mais ça fait partie du jeu. C'est aussi ça qui fait avancer. Dire les 4 vérités, ça c'est parce sûr. que si on était tout le temps d'accord toujours pour suivre le même chemin, peut-être que voilà, ça, c'est bien aussi de confronter les différentes idées, quoi. Ça fait avancer souvent. Donc voilà. Après, il y a le parrain de Naël, de notre fils. Le parrain de notre fils nous a rejoint ensuite. Il y a sa femme, il y a sa sœur, et puis après, il y a des salariés externes, bien sûr qu'on a recrutés aussi externes au cercle familial. Mais c'est vrai que même dans ces recrutements-là, très souvent par la suite, c'est le copain, voilà, on a des conjoints de salariés qui sont rentrés, on a des amis, des cousins. Voilà, c'est vrai que cet esprit familial, malgré nous, sans qu'on le force ni qu'on on le provoque pas, mais il suit un peu ça se fait tout seul, quoi. Ça vient un peu dans la logique. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup on s'est dit à un moment qu'au lieu de faire un organigramme, on allait faire un arbre généalogique pour qui est le cousin et l'oncle et le conjoint de qui. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est quand même une aventure familiale depuis le début, et on a pour objectif que ça continue comme ça. On a tous toujours envie de faire partie de cette aventure et de continuer d'avancer et de faire grandir comme avant. Ok. Et du coup, quand vous intégrez des gens qui sont pas de la famille, au début, ils ont l'impression de rentrer un peu. Ça change quelque chose, vous pensez, dans leur façon de rentrer dans ça dépend si c'est leur premier contrat ou pas. Ouais. Si c'est le premier contrat, pas trop de problème. Après, c'est sûr que ça peut un peu bouger d'une autre entreprise. Ouais. Non, j'ai pas l'impression que ça. Ça dépend. Il y a deux, trois points, voilà, qui sont un peu particuliers. C'est vrai que nous, on est un peu un gros labo dans beaucoup de choses. On teste pas mal de choses, d'initiatives sociales. Après, ça reste une boîte, quoi, avec une hiérarchie et voilà. Mais il y a on donne les produits quand on les loupe. Les surplus, on les donne aussi. On fait pas mal de trucs ensemble hors Covid. Voilà, mais après, ça reste une petite TPE, quoi. Ouais, puis non, je pense pas on essaye, c'est le but, c'est qu'il n'y ait pas une différenciation avec les amis, la famille et le reste. Enfin, c'est pas le but. C'est pas comme ça qu'on voit les choses, en tout cas. Cool. Mais ouais, c'est assez atypique quand même. Il y a un label, je crois, PME familiale, si vous pouvez peut-être avoir une distinction. Ouais, qu'on voit. Je crois qu'il y avait, en tout cas, quand on avait, il y a aussi l'idée de génération, qu'il y ait eu une ou deux générations. Ouais, je crois. Encore. Nos filles et les filles de ma sœur sont prêtes à prendre le relais, mais ils sont encore un peu jeunes. Peut-être qu'un jour on fera ça, je serai vieux, je ferai une interview d'eux quand j'aurai 50 ans. Voilà, de Naël. Alors, ça, ce serait très drôle. Ça, c'est mon rêve, bien sûr. J'ai aussi des enfants qui pourront faire des interviews, mais c'est pas très motivé pour
forme de... Ah ouais, Et là, ça évolue. Naël, par exemple, au départ, c'était que papa et maman, ils font du savon. Maintenant, ça va mieux. Il d'autres choses, mais bon, il a quand même dit, la dernière fois, il a dit que plus tard, il voudrait faire du savon, mais qu'après, au bout d'un moment, il changerait, il ferait autre chose. Il a déjà compris, voilà, c'est assez fou. À 5 ans, il nous dit ça. Bon, ok. Tu peux, choisis ta voie, pas de problème. Génération Z, c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, au niveau c'est assez atypique quand même de créer une start-up, entre guillemets, même si j'aime pas énormément le mot, je pense que ça ne colle pas exactement à ce que vous êtes, mais c'est une boîte qui a grandi quand même vite. C'est atypique de la créer sur un cercle familial. Enfin, je connais pas beaucoup d'autres exemples. Vous avez aussi pas mal de choix sociaux assez forts dans la communication, dans on voit sur votre page Facebook, vous communiquez dessus sur ce que vous faites en extra, ce que vous faites des bénéfices de l'entreprise, comment vous partagez la valeur. Ça, c'est quelque chose qui était dans votre famille au départ, ou c'est aussi vous deux, votre prise de conscience écologique qui fait que ça s'est imposé à vous? Je dirais plus la deuxième, c'est vraiment ça. On a évolué nous personnellement dans notre mode de vie, et avec ça, pour nous l'écologie et le social, c'est presque ça va avec quoi. On peut pas se dire qu'on veut préserver la planète sans penser à l'humain. Voilà, ça va de pair. Comme quand on a pensé des compositions propres, forcément on s'est dit le produit faut aussi qu'il soit solide parce que voilà, c'est des choses qui pour moi vont ensemble, et donc là voilà, pour revenir à ça, oui, avoir des valeurs sociales et penser l'entreprise différemment, non plus dans un objectif ultime de profit maximum et optimisé. Pour nous, c'était un peu logique. Bon, on ferait pas ce travail si voilà, on pourrait, on pourrait, c'est ça, on pourrait aller faire plein de choses. Elle était déjà directrice de com, j'étais déjà dans l'informatique, je pouvais monter à Paris et gagner très très bien ma vie. C'était pas le but. Autant profiter d'avoir une TPE pour tester des trucs qui devraient marcher dans la théorie, et pourquoi pas dans la réalité, quoi. Après, si ça marche pas, on peut changer, on change, mais qu'est-ce que vous avez tenté? Qu'est-ce que vous avez essayé au niveau social, dans l'entreprise? On a fait des milliards de tests. On a apporté les repas. On a eu plein. Hein. C'est la grosse difficulté là-dedans, c'est la récurrence des actions qu'on fait. C'est-à-dire quelqu'un qui profite de ça. Qu'est-ce qui se passe pour le futur salarié qui rentre dans l'entreprise? Est-ce qu'on arrive à lui appliquer? Et est-ce que tout le monde est dans le même move? Est-ce que tout le monde est dans la même philosophie d'entreprise? Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a différents paliers. Et donc, cette difficulté, voilà, c'est d'amener tout le monde à faire doucement sa transition, à profiter des avantages d'une entreprise. On ne veut pas dire qu'on est une entreprise exceptionnelle. Il y a des trucs qui sont très bien chez nous, il y a des trucs qui sont très classiques. Et je pense qu'il y a besoin aussi de choses qui soient stables, qui bougent jamais. Mais voilà. Donc, le but pour nous de ce gros labo, hormis faire des bons produits, ça on passera pas outre. Tant pis de l'odeur, tant pis de la forme, tant pis de beaucoup de choses, tant qu'il est clean pour nous c'est bon. Mais après tout le reste, voilà, ça peut bouger quoi. C'est pas ça qui est important. Quelqu'un qui est en poste en train de faire telle ou telle action, s'il est ok pour aller participer à un autre projet, pourquoi pas. Enfin, on peut être transverse, on peut passer du condi au commerce, c'est tout ça qui bouge. Ce qui compte surtout, c'est la confiance. Voilà, faut pas perdre la confiance dans les gens. D'accord. Vous avez voir ce côté, tout le monde met la main à la pâte. En tout cas, peut participer en prod. Vous avez des gens qui le montrent. Il n'y a pas besoin de montrer dans des résultats. S'il le montre, s'il montre sa motivation, etc. Océane a été en boutique à Paris. Elle est descendue, elle fait de la R&D ici. Ouais. Donc, voilà, c'est juste une question de discussion, d'être en raccord et que ça roule, quoi. Ouais, et d'envie, de motivation et de vouloir suivre le projet, quoi. Voilà, après, ça fait déjà beaucoup, quoi. Après, pour les réseaux, c'est autre chose. Et les réseaux, c'est une envie de dire la vérité, que ça plaise ou pas, que ce soit toujours parfait ou à l'inverse pas bon. Il y a des moments où ça va pas et on enchaîne les posts qui sont pas bons et des fois ça se passe très bien et on fait 4 lancements d'affilée et tout se passe bien. Voilà, on fait en fonction des envies et de ce qu'on a à dire. Des fois c'est des coups de gueule et des fois tout va bien.
Vous avez, j'imagine, des candidatures, enfin, beaucoup ou pas, est-ce que cette façon d'être, elle change en fait ça a un impact sur les profils de gens qui candidatent chez vous et sur comment vous réalisez en fait il y a toujours les deux. Il y a une partie qui vient parce que c'est comme avant, qui se prêt à tout faire chez comme avant, sans aucun problème. Et puis il y en a d'autres qui viennent parce que c'est le poste avec telle compétence et que ça leur va bien. Et en fait, ils évoluent après dans l'entreprise. Déjà, c'est bien ou ça. Moi, j'étais plus liquide, en fait, ça c'est pas mal. Ils changent, quoi. Comme tout le monde évolue. Je vais pas dire en bien ou en mal, mais il y a des choses qu'on faisait très bien avant et qu'on fait moins bien, il y a des choses qu'on améliore et qu'en fait maintenant on se passe bien. En cosmétique, dans plein de choses, pour les gens qui sont intéressés, qui nous regardent, peut-être. Pardon? Vous avez des recrutements en cours pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être intéressés? Oui, il y a toujours des... D'ailleurs, il y a en boutique, là, on cherche une personne qui était... La personne qui était à Marseille, elle est partie en congé mat et là maintenant elle part en reconversion pour ouvrir une chambre d'hôte dans l'Aveyron. Donc du coup on cherche quelqu'un, notamment à la boutique Marseille et à la boutique Paris aussi où il y a un changement de. Paris il part en voyage. Il part à l'étranger. Voilà. Et on recrute aussi en ce moment. Après, très clairement, oui, il a raison. Il s'est passé 1 an et demi. À Paris en confinement, etc. Bon, il a besoin de bouffer d'air frais, je comprends. Voilà, et Stéphane, après... je t'en veux pas. Pas de problème. Et après, on cherche aussi en ce moment chargé d'affaires réglementaire. Donc ça, c'est pour la partie plus sérieuse des choses. C'est moins fun. Voilà, mais important, mais essentiel. Voilà, mais c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien parce que voilà, c'était pas l'élan de l'année dernière n'était pas forcément en recrutement et donc là on est content en début d'année aussi de pouvoir ouvrir des nouveaux postes et en production d'ailleurs aussi là on va avoir un poste. Ouais, on cherche en prod aussi, ça intéresse. Ouais, mais voilà, mais c'est sûr que oui sur les candidatures, on a très souvent quand même des gens du coup qui nous écrivent et qui un peu en mode je sais pas ce que vous avez comme poste, mais je suis prêt à faire ce que vous voulez parce que j'ai envie de venir travailler comme avant. C'est vrai que c'est chouette, mais à la fois c'est pas on peut pas s'arrêter à ça. Enfin voilà, on peut pas juste dire on va prendre quelqu'un parce qu'il est hyper motivé si je pouvais, je prendrais et tout le monde, qu'il est hyper engagé dans le projet. Voilà, le but c'est aussi d'avoir quand même des compétences ou des connaissances et d'avoir quelque chose à proposer en face qui soit cohérent, quoi, parce que sinon si c'est pour que la personne s'ennuie et finalement se plaise pas chez nous, c'est pas le but, quoi. Au niveau de je voulais parler un peu de développement produit, peut-être qu'on pourra parler peut-être un peu de votre légendaire potager. Sur le développement de produit, comment se passe votre cycle en fait de développement de produit? Qu'est-ce qui est atypique à votre avis dans votre façon de concevoir vos produits? Je pense qu'on fait pas grand chose comme tout le monde, mais faut parler aussi plus de la partie. Ouais, par quoi commencer? Ça commence un peu au market, enfin en tout cas au pôle, ce qu'on appelle le pôle marque que moi je supervise avec Neil qui a aussi une grande partie de rôle là-dedans, mais ça commence là au départ dans les idées, dans les envies de produits. Et après, ça passe du coup une fois que nous, au niveau market, on a défini, ce type de produit on voudrait le faire. Et quel est l'objectif l'objectif, mais aussi quels sont les ingrédients, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on a surtout pas envie d'utiliser dans ce type de produit. C'est aussi important chez nous. Et après, ça passe, le bébé, il passe chez Neil et la R&D. Ouais. Oui, après alors au début, c'est beaucoup de la formulation à l'aveugle. Très clairement, se disant ça nous paraît important, ça c'est bien, qu'est-ce que ça va donner, et puis au fur et à mesure après on optimise, on cherche à savoir en tout cas les actifs qui sont les plus utilisés, voilà, et tout ça on améliore au fur et à mesure. Ça prend à peu près 1 an et demi pour faire une formule. Puis après il y a toute la partie légale, donc ça peut prendre de 6 mois à aussi 1 an, ça dépend. La crème j'ai mis 1 an, la crème solaire j'ai mis 1 an et demi pour la faire, et j'ai mis 1 an pour la valider. Voilà. En fait il y a aussi ce qu'on appelle les tests d'allégation. Hormis les tests de toxico, de stable, de compact, etc. Il y a les tests d'allégation, c'est prouver ses propriétés. Même quand on se dit par exemple une crème peau sensible, en fait ça se teste. Faut prouver que c'est ok sur peau sensible. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui prennent aussi beaucoup de temps. Ça passe par des labos, etc. Et puis bien sûr, quand c'est pas bon, on repart de zéro.
Ouais. Du coup, la logation n'est pas bonne. Donc, on était bon. Tout était bon, mais on repart de zéro. Ça veut dire que là, tu bosses en ce moment sur des trucs qu'on verra arriver que peut-être dans 2-3 ans. Ouais. Alors un peu moins, parce que là, les délais que tu as donnés, c'était les délais en mode de Covid. Ouais. Tout ce qu'on a voulu lancer, ou alors, c'est vraiment des purs nouveaux produits. Voilà. On n'a jamais fait. Par exemple, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle des déclinaisons. Donc, par exemple, on l'a fait sur le savon. Donc, on a un savon 100% huile d'olive. Donc, ça, c'est la base, le plus universel. Et puis, on a fait 2 déclinaisons, une peau imperfection et une peau mature. Donc, il y en a un, c'est donc enrichi l'huile de bourrache et argile rouge, et l'autre, c'est baie de laurier, huile de baie de laurier et argile verte. Voilà. Et donc, en fait, ces produits-là, on se base quand même sur l'expérience et les compétences qu'on a acquises sur le premier produit. Donc, en fait, c'est de suite beaucoup plus facile, parce qu'on sait où on va, on sait quel test on doit faire, etc. En fait, on peut déjà facilement planifier. C'est pour ça qu'on cherche une chargée d'affaires pour nous aider à des sujets qui sont un peu plus tricky, qu'on ne maîtrise pas encore. Au plus vite, en gros, un produit, oui, ça va être 6 mois, mais 6 mois, c'est vraiment si tout a roulé parfaitement. Et on a très rarement eu ce cas-là. Jamais. Parce qu'après, il y a le packaging, il y a le retard de packaging, etc. Enfin, il y a les matières premières, et on n'a pas trouvé la bonne, on n'a pas trouvé la bonne origine, on a trouvé une origine trop lointaine, on cherche une origine plus proche. Il y a des milliards de contretemps ça va vite, qui font que, voilà, dans l'idéal, si on suit un planning parfait, on arrive à sortir un produit en 6 mois, mais en effet, on est plus sur 1 an, voire 18 mois, voire 2 ans, quand il y a le Covid au milieu et que les tests sont tous arrêtés et que voilà. Donc, et du coup, dans les premiers produits que vous avez créés, vous avez vraiment sur le côté, vous faites un peu de table rase de ce qui existe et vous dites, OK, vous voulez créer quelque chose. C'est pas de la table rase, c'est de se dire qu'est-ce qui est ou qui était très bien et ce sur quoi on peut repartir. Voilà. On réinvente pas la roue quand même. Un savon huile d'olive, c'est l'ancêtre du savon de Marseille. Ouais, mais c'est aussi de garder que l'essentiel, de se dire qu'est-ce qu'en fait on peut enlever, qu'est-ce que vraiment quel est l'essentiel dont on a besoin. Dans un savon, en fait, on a juste nous on estime qu'on a juste besoin d'huile d'olive et que ça suffit, quoi. Donc c'était ça, où on fait des colorants, etc. Parce que parfois, j'imagine que tu enlèves un truc, ça, il n'y a peut-être pas besoin, et en fait, tu te rends compte que dans la durée, en fait, tu prends un risque. En fait, tu te rends compte que plus tu formules avec moins d'ingrédients, avec peu d'ingrédients, et plus c'est dur. Ouais. C'est l'inverse de l'ajout d'ingrédients. Ouais. Parce qu'en fait, dès qu'on touche 1 millième de pourcentage, tout est caduque. Voilà. En fait, c'est plus dur avec peu d'ingrédients. Ouais. Oui, puis c'est comme tu dis, c'est d'ajouter beaucoup de choses. En fait, ça facilite des choses, ça réduit des coûts aussi, parce que quand on ajoute plein de petits ingrédients qui coûtent pas cher, c'est mieux que d'en ajouter un seul qui coûte cher. Voilà, c'est moins concentré. Clairement, souvent ça arrive dans les retours qu'on a, on nous dit mais il y a que 4 ingrédients, pourquoi ce savon il est plus cher qu'un autre? Parce qu'ils estiment qu'au nombre d'ingrédients, on devrait être moins cher, mais en fait, c'est pas ce ratio-là qu'il faut regarder, quoi. C'est pas du tout dans ce sens. Mais bon, après, c'est à nous de l'expliquer c'est de la pédagogie aussi pour que les gens comprennent, en effet, que c'est pas parce qu'il y a 20 ingrédients que le produit sera plus qualitatif. Voilà. C'est aussi ça qu'on doit expliquer. Alors, peut-être on va faire un petit moment sur la saponification à froid. Un petit peu, on l'a déjà expliqué, mais pourquoi est-ce qu'un produit saponifié à froid finalement conserve les actifs et c'est quoi la différence entre un savon qui a été fait à chaud et où quelque part tout a été utilisé, un peu cramé, et un truc qui a été fait à froid, un savon qui a été fait à froid qui conserve plus. C'est quoi la grosse différence? Je qu'on soit déjà clair sur les termes. Une saponifiée à froid, c'est en partie faux. C'est pas saponifié à froid en fait. C'est à partir du moment où vous mélangez l'eau, de la soude et de l'huile, ça va chauffer. Ça va chauffer, mais ça va moins chauffer. Bien sûr, ça va moins chauffer, mais je veux qu'on soit d'accord sur les termes, bien entendu. Oui. C'est-à-dire que c'est cette réaction qui fait du savon, quoi qu'on dise, qu'on fasse à chaud ou à froid, ça chauffe et ça fabrique du savon. Le gros avantage, c'est qu'on va pas le laisser très longtemps à chaud, et une fois que la sapo s'est faite, c'est terminé et ça va pas plus loin. Une saponification à chaud, c'est beaucoup plus long, ça marche en fourneau, c'est c'est chauffé longtemps, après c'est lavé, etc. Donc c'est un autre process. Une saponification à froid, c'est simple, on prend de la soude caustique, on le mélange à de l'eau pour que ce soit liquide, on rajoute une huile, Pardon?
Mettez bien des lunettes si vous faites ça chez vous. Ouais. Oui, Attention. Et on met de l'huile, une ou plusieurs, dans notre cas une seule, et on mixe pour activer la réaction, et se forme à partir de ça du savon. Donc c'est une réaction qui est lente, donc il faut du temps, entre 2 et 4 semaines pour que la sapo soit complète et terminée. Et puis vous obtenez du savon. Et donc ça garde toutes les propriétés de l'huile, puisqu'on ne l'a pas trop chauffé. Alors je sais pas, moi je me souviens de ma grand-mère qui me disait fais gaffe dans la casserole, il faut pas faire bouillir de l'huile, parce que c'est pas bon pour ni pour l'huile ni pour nous. C'est un peu le même principe là pour un savon. Pas la peine de la chauffer pour avoir toutes ses propriétés. Faut la garder, faut la faire à froid. Et pour comprendre, en plus de faire ça à chaud, ils font ça, c'est le temps de sèche qui fait la différence. Enfin, les savonniers qui font ça à chaud, c'est pour pouvoir ne pas avoir à attendre 4 semaines que le truc, que le savon soit en En partie. Alors, il y a une autre problématique de la saponification à chaud, c'est que du coup, quand ils lavent, il y a plus d'huile. Ils enlèvent la glycérine aussi. On enlève la glycérine, on enlève le sur gras, ça n'existe pas dans la saponification. Ils le rajoutent après. Soit de la glycérine naturelle ou pas, et une huile en plus. Ça arrive souvent. Et donc, nous, dans notre cas, nous, on met un surgras. Donc, on met plus d'huile que nécessaire pour la sapo. C'est ce qu'on appelle un surgras. Et donc, nous, on a un surgras de 7% sur notre savon à l'huile d'olive. C'est comme si on mettait de l'huile d'olive sur la peau. Voilà. Top. Mais bon, c'était le petit point saponification à froid. Merci pour l'explication. Et un truc dont je voulais trop parler, parce que je vous suis sur les réseaux et je vois que c'est un truc qui a l'air de vous occuper beaucoup et de faire partie de votre démarche, c'est le potager que vous avez développé. Vous avez acheté un peu de terrain, vous avez une réflexion poussée sur qu'est-ce que vous faites quand l'entreprise va bien et elle dégage des bénéfices. Qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous investissez ça de manière durable? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce potager, etc. Ouais, oui, voilà, comme tu le dis, l'envie, c'était de se dire, quand on a des bénéfices, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plusieurs choses, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a bien sûr à redistribuer aux salariés, et il y a faire des nouveaux projets qui seront pas forcément avec un objectif de rentabilité. Rien à court terme, voilà, mais des projets qui peuvent à la fois nous plaire, que c'est aussi bien en tant qu'affaire de faire des choses qui plaisent, et puis des projets qui peuvent avoir un impact positif. Donc clairement le potager, c'est il y en a plusieurs, mais ça en fait partie. Oui, mais c'est vrai que c'est un projet, comme tu le soulignes, c'est un projet un peu emblématique et voilà qui je pense a soulevé beaucoup de pas d'interrogation, mais en tout cas, voilà, à générer de l'intérêt. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, pourquoi est-ce qu'Anil et Sophie ont mis une photo avec des légumes, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Au début, on a dit, oui, vous plantez des oliviers, vous faites des savons. Non. On nous avait demandé si on faisait on pouvait planter pour récupérer nos matières premières. Mais non, c'était pas le but. C'était, voilà. Non, juste. Et, après, je te laisse t'en parler parce que c'est du coup ton projet. Oui, parce que j'y suis un peu plus, mais bon, là, il fait dodo, mais ouais. Oui, alors, c'est sur le terrain où il y aura le futur local, donc c'est pas non plus un truc à part où on a vraiment beaucoup investi. Et c'est d'ailleurs un projet qui a pas besoin de beaucoup d'investissement, surtout en perma. Il suffit de travailler avec tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire aller voir les écuries, aller voir, il y a beaucoup de choses à faire pour avoir des matières premières de façon, plus ou moins facile. Il faut quand même avoir le camion, on peut pas porter tout ça. Mais on peut faire des trucs simples sans trop se compliquer la vie. Alors nous, on a quand même fait la certification AB dessus, comme la cosmétique d'ailleurs avec la certification Cosmé Bio. Et on a commencé à planter. Donc pendant l'été, on a fait pas mal de trucs. On a fait des courges, des courgettes, des tomates. Courgettes, qu'est-ce qu'il y a eu? Les aubergines. Les aubergines, des concombres. Voilà, tout ce qui est un peu tout ce qui est utilisé en fait pendant l'été, et puis on a filé ça à tous les salariés. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est un truc à moyen long terme, puisqu'on aurait pu leur donner de l'argent comme ça, et encore, je pense pas que ce soit la même valeur, parce qu'on n'aurait pas donné la valeur réelle en fait des légumes. On sait pas ce qu'on aurait donné si on avait donné l'argent direct. Donc je pense qu'il y a eu une plus-value quand même. Et puis nous ça fait partie de ce fameux labo social là
qu'on fait de temps en temps, dont le but c'est d'essayer de se dire, quand des gens viennent travailler chez Comme Avant, c'est pas que pour faire des bons produits et toucher un salaire et pouvoir vivre après, mais c'est peut-être faire des trucs qu'ils auraient jamais fait. Des gens se sont retrouvés du condi ou de la prod à aller faire du potager entre midi et 2 ou dans l'après-midi, ou dans l'heure de travail. Donc voilà, il y a vraiment un petit plus supplémentaire. Et ça a été le cas d'ailleurs sur le textile. Au départ, c'était un t-shirt comme ça peut être sympa. Vous faites des t-shirts aussi, j'avais oublié. Ouais. On fait des vêtements, voilà. Ouais, on fait des suites, on fait pas mal de choses. Au démarrage, c'était ça. C'était on va faire un produit clean parce que c'est pas évident d'en trouver un des clean à l'époque. Surtout en lin, ce qui était notre premier modèle. Et puis peut-être que ça va plaire aux gens et aux salariés. Donc on a testé ça et on a lancé ça sur la boutique. Et en fait, ça a commencé à plaire. Donc on a fini par faire après un t-shirt coton bio aussi et un sweat. Donc cette année, on fera d'autres choses. Et pareil, donc là c'est tout certifié GOTS. Donc on a passé la certification GOTS, qui est le bio du textile. Et voilà, chaque fois, tous les piliers qu'on lance, c'est passer la certif, prouver aux gens qu'on fait du clean et être le plus minimaliste possible. Voilà. Donc là, par exemple, ça passe sur la teinture, sur la matière, du coup, on a des couturiers en interne qui font ça. Donc ils ont leur pôle à eux. Voilà, c'est un peu. C'est pour ça que les labos, des fois il y a des labos, on le fait une fois ou deux. C'est pour ça que je disais au début, faut quand même accepter qu'il y a des trucs qui marchent pas. Et puis il y a des trucs qui marchent et qui plaisent et qu'on continue, quoi. Et un peu avec la même méthode. Pardon ? La même méthode de minimalisme, de simplification. Ouais, c'est de toute façon, c'est faire un truc très simple. Et puis après, si on peut améliorer, on améliore. Voyons déjà, c'est le simple, ça suffit. C'est ça qui est important aussi pour nous depuis le début. Et voilà, oui, on a grandi, oui, ça a évolué, mais on veut rester toujours fidèle à ce qu'on voulait faire au début et toujours dans le même esprit. Donc voilà, on a nos garde-fous personnels l'un l'autre en disant non là ça va ça pas, va trop loin. ça va, ça non, et d'autres personnes dans l'équipe aussi, des gens qui sont là maintenant depuis 2-3 ans et qui nous disent non mais ça c'est pas. Non mais tu vois, après t'as des trucs réels et puis t'as des trucs qui sont plus philosophique, tu vois, par exemple, t'as, je sais pas moi, dans la salle de poste, t'as par exemple l'ensemble des salaires qui sont affichés, tu vois. T'as une grille avec moi en haut et puis t'as la liste de toutes les personnes qui taffent dans la boîte, quoi. Parce que c'est comme ça que ça marche. Sinon, tu rentres dedans, tu rentres dans la boîte, tu dis, attends, en fait, lui, il travaille les mêmes horaires que moi, mais pourquoi il gagne plus est-ce qu'il a les mêmes avantages, les mêmes contraintes, est-ce qu'il a du poids dans la boîte ça passe bien. Vous avez réussi à ça. C'est pas ça passe bien. En tout cas, ça crève l'abcès. C'est de dire, quand tu rentres, si tu sais ton salaire, tu sais celui de ton responsable, et tu sais celui du dessus, et tu sais celui du dessus, et tu peux arriver à moi. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est de se dire, tu rentres, et si tu veux évoluer, voilà ce qui va se passer. Et lorsqu'on fait une évolution de grille, donc on l'a fait 3 fois, on a fait 3 évolutions de grille. On fait évoluer tout le monde sur la même échelle. Ouais. Voilà. Si moi je gagne plus ou si Sophie gagne plus, c'est parce que l'équipe en dessous gagne plus et ainsi de suite. Et donc on couvre par A plus B, ça génère plus d'argent, donc ça veut dire qu'on peut passer au palier supérieur et donc on peut améliorer les salaires de tout le monde. Et pas juste essayer de nous construire une piscine qui m'intéresse pas. C'est vraiment un labo sur les parties RH. Ouais, voilà. Tu vois, là cette année j'ai terminé la culture d'entreprise. Donc en gros, c'est un gros doc qui dit comment nous on voit les trucs, où est-ce qu'on est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord, tout ça on va le faire passer dans la voiture en disant voilà, ça c'est un doc pour nous qui est important. Si vous voulez essayer de nous comprendre, vous lisez ce doc. Il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ce qui est écrit dedans, parce que c'est un raisonnement différent d'une boîte classique sur un certain nombre de choses. Voilà, mais au moins ils sont contents en venant travailler dans notre boîte, ça se passe comme ça, quoi. T'es pas pris au dépourvu lorsque ça arrive. Et pour finir un petit peu, c'est quoi l'avenir? Vous avez des choses qui sont prévues dont vous voulez parler avant qu'on parle peut-être de la troisième partie, mais sur les prochaines années de Comme Avant, vous avez des gros rêves, des gros objectifs sur lesquels vous partagez? Je sais pas, t'as des rêves? Non.
Non, je dirais que... Tu n'as pas de rêve. Non, je dirais juste qu'on arrive à continuer sur la voie sur laquelle on est lancé. Voilà. Il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. Voilà. Pas grave, et puis après, oui, l'objectif ultime, mais pour l'instant, c'est qu'on n'y est pas de suite et on verra quand ce sera le moment. C'est de réussir à construire notre local et voilà, de vraiment se faire le local de rêve. Oui, ça, oui. Mais ça sera pas tout de suite. Ouais, c'est cool. Voilà. Il faut de l'argent et puis il faut bien choisir comment le faire, quoi. C'est pas juste faire un bâtiment avec du béton et machin, c'est pas trop notre délire. Donc c'est pareil que les produits en fait. À partir du moment où on lance le projet, il y a une R&D de fou pour faire un bâtiment qui soit clean, quoi. Ou en tout cas qui soit le plus clean possible. De toute façon, très clairement dans les produits, que ce soit nous des concurrents, je vais pas appeler concurrents mais des collègues, et même dans des secteurs qui sont moins clean, c'est toute une histoire de compromis entre ce qu'on veut et le produit. Est-ce que ce produit-là, il nous correspond? Parce que même un produit, en fonction de la période de sa vie, il sera OK, et puis après, il le sera plus, il reviendra plus tard. Chacun évolue. La transition écologique, et même sa transition personnelle, elle est différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui commencent par la cosmétique, il y en a qui commencent par la nourriture, il y en a qui commencent par le textile. Et on a tous des avis différents et surtout un degré, je sais pas d'acceptabilité, je sais même pas si ça se dit, mais des choses qu'on est prêt à faire pour avoir un produit. Oui, puis ça évolue surtout. Je crois que c'est ça qui est important. C'est se dire, voilà, mais ça bouge, là où je suis aujourd'hui à un point A, demain je serai peut-être au point B ou au point D, mais voilà, ça évolue et il faut accepter. Par exemple, un des trucs, donc à la base, nous on n'avait pas cet emballage. On avait du papier craft autour, qui était encore plus minimaliste que ça. Mais avec une étiquette. Et en fait, lorsqu'on commence à faire les calculs entre la prod qui nous fait ce carton-là, qui est compostable, etc., et la ressource humaine qui a mis le savon dans le papier craft, qui a rajouté étiquette qui a aussi été produite et qui a une colle, voilà. Et en fait tout cumulé, en fait, c'est kiff. En fait, finalement, c'est mieux une boîte. Donc, en fait, alors que nous, très longtemps, on a dit non, on va vraiment rester au minimaliste, mais en fait, la boîte, c'était une bonne évolution et voilà, il fallait le temps de nous de l'accepter et de dire, ok, ça, on est. Et il y a d'autres boîtes qui ont dit, ouais, mais ils sont cons, pourquoi ils sont pas passés directement à la boîte? Pourquoi ils ont pas commencé par la boîte? Ouais, mais chacun évolue à son rythme. Et il faut avoir les données, il faut avoir la data. Il faut être capable de dire, telle prod, ça produit tant et ça utilise telle personne et telle machine. Et le papier craft, c'est telle personne, telle machine. Est-ce que c'est des forêts issues de développement durable? Est-ce que c'est il y a des milliards de questions. La colle, est-ce qu'elle est alimentaire? Est-ce que l'encre elle est éco-solvante? Enfin, si on commence comme ça, je vous passe les détails du packaging, mais c'est marrant cette question-là parce que les vieux de la vieille de notre secteur, les gens qui ont fait des belles boîtes avant, ils nous regardent essayer des trucs. Et il y a plein de fois, ils sourient un peu. Ils disent allez, c'est bien les jeunes, essayez. Parfois, on trouve des trucs qui sont cool et ça peut pouvoir faire changer les choses. Parfois, on revient après, on retourne les voir et on dit ok, je crois que là t'avais plus. Non, mais ça rejoint le titre de notre société, quoi. Comme avant, il y a des trucs où ils faisaient très bien. Ouais. C'était pas forcément les plus clean, mais ils le faisaient bien. Bien. Il y a des trucs à améliorer, c'est très clairement. Mais un bon pain, un bon pain, quoi. C'est pas la farine bio, le machin. Ils faisaient un bon pain. Top. Merci beaucoup Neil et Sophie pour cette présentation de votre aventure familiale. Je vais faire un petit stop ici. Et du coup, on peut enchaîner si ça vous va très vite. Je crois que tu as du temps.